Bonsoir, bonsoir, monseigneur, cher père, mesdames, messieurs, bienvenue au Collège des Bernardins. C'est un lieu que beaucoup d'entre vous connaissent, que beaucoup d'entre vous soutiennent, d'ailleurs. Je les en remercie. Je suis Emmanuel Corté, je suis délégué général de la Fondation des Bernardins. Les Bernardins sont très heureux d'accueillir cet événement autour du si beau sujet qu'est la renaissance de Notre-Dame, de la cathédrale, et plus particulièrement le réaménagement intérieur, qui est un sujet, si je puis dire, plus intime et si important. Merci à la Fondation Notre-Dame, à Connaissance des Arts et bien sûr à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour cette soirée exceptionnelle. Merci également à Guillaume Bardet, Sylvain Dubuisson et Patrick Rimou, que l'on va entendre ce soir et qui sont les artistes qui ont participé, qui participeront à la renaissance de la cathédrale. Ce soir, je pense un petit peu au Collège des Bernardins comme un petit frère de Notre-Dame. Je me souviens, bon, il a été rénové dans des conditions, vous le savez, certes moins tragiques que Notre-Dame, mais néanmoins avec un effort de générosité très important. Et en 2002, je me souviens, il y avait une grande exposition ici dans la nef du collège sur Notre-Dame, une exposition augmentée qui retraçait l'histoire de Notre-Dame, qui a eu beaucoup de succès, à 60 000 spectateurs. Et je me souviens que j'avais vraiment l'impression d'un petit frère qui veille sa grande sœur qui est convalescente, en se rappelant les souvenirs de son histoire, les souvenirs des étapes du chantier, etc. Alors les Bernardins sont particulièrement heureux d'accueillir cette conférence parce qu'elle donne la parole aux artistes et que faire dialoguer la sagesse chrétienne avec les courants artistiques de notre temps, c'est un petit peu c'est la mission du collège, c'est un peu notre pain quotidien. On ne s'étonne pas dans ces murs que l'Église s'exprime par le patrimoine, mais aussi par la création contemporaine. Nous savons en outre que cette création n'est possible que grâce à la générosité. Bon, ça me permet de rendre à nouveau hommage à votre générosité. Merci à chacun d'entre vous. Je renouvelle ma joie de travailler au service du rayonnement et de la renaissance de la cathédrale avec la Fondation Notre-Dame, avec Connaissance des Arts également. Et j'aimerais terminer par un petit mot de Rémy de Gourmont sur la cathédrale, auquel je pense souvent quand je la vois petit à petit réapparaître avec les échafaudages qui sont déposés. Il écrivait « On ne sait si elle est bâtie en pierre ou en idée, tant elle semble indestructible. » Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Sylvie Bretonne, déléguée générale de la Fondation Notre-Dame. Cher Monseigneur Ribado-Dumas, cher Père Normand, cher Emmanuel, chère Sibylle, chers artistes, Guillaume Bardet, Sylvain Dubuisson, Patrick Rimou, cher Jean-Michel Liénaud, chers amis, chers donateurs, ici présents ce soir, merci Emmanuel pour tes mots d'introduction. Donc, je suis Sylvie Bretonne, déléguée générale de la Fondation Notre-Dame. Depuis plus de 30 ans, notre fondation encourage et développe une philanthropie chrétienne de proximité qui se déploie dans les domaines de la solidarité, de la culture, du patrimoine, mais aussi de l'éducation, de l'accompagnement des vulnérabilités. Et donc, avec Notre-Dame, nous sommes ce soir en plein cœur d'une de nos missions, car nous relevons non seulement des pierres, mais aussi des hommes que nous aidons à se relever, des hommes et des femmes, à travers plus de 500 projets que nous finançons chaque année grâce aux 60 fondations que nous abritons, notamment la Fondation des Bernardins. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir, chers donateurs, chers amis du patrimoine et de la culture, dans ce lieu qui abrite une mémoire aussi ancienne que la cathédrale.
Emmanuel le disait à l'instant, le collège et la Fondation Notre-Dame partagent une histoire de proximité démarrée en 2005, lorsque des donateurs ont démarré et ont suivi la campagne de mécénat qui avait été initiée pour mener à bien la rénovation complète du collège. La Fondation des Bernardins est ensuite née en 2009 pour assurer la pérennité et le développement du collège. Donc c'est un des exemples de transformation et de réhabilitation du patrimoine religieux qui a été mené à bien grâce au soutien de la Fondation Notre-Dame. En 2023, grâce à l'ensemble des fondations que nous abritons, nous avons consacré près de 6 millions d'euros à la rénovation du patrimoine, que ce soit à Paris ou ailleurs en France. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un autre projet aussi hors norme qui nous rassemble ce soir. C'est celui du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont la Fondation est le premier financeur, avec près de 50% des montants collectés. La conférence de ce soir, en présence des artistes de l'atelier Notre-Dame, va nous faire entrer en images et en paroles dans la cathédrale. Cette présentation du mobilier, du reliquaire et de la lumière préfigure la visite que nous pourrons faire très bientôt lorsque Notre-Dame rouvrira de nouveau ses portes. 25 jours nous séparent désormais de cet événement que nous attendons tous avec impatience. C'est grâce à votre générosité et à celle des 340 000 donateurs que cette formidable aventure humaine et patrimoniale aura pu être conduite à son terme. Alors, de tout cœur, merci. Vous le savez peut-être, la Fondation Notre-Dame collectait déjà pour la cathédrale avant l'incendie, et c'est d'ailleurs grâce à cela que les statues des apôtres de la Flèche ont échappé à l'incendie. Ils avaient été élitreillés quelques jours avant pour être restaurés. Nous étions là avant, le 15 avril 2019, et nous serons là encore après, le 8 décembre 2024, pour continuer à prendre soin de l'édifice. Ce matin, lors de la conférence de presse organisée par le diocèse, Monseigneur Ribadeau-Dumas partageait, et je me permets de vous citer, Monseigneur, la grande simplicité et la grande délicatesse de Notre-Dame restaurée. Cette conférence est la deuxième d'un cycle démarré au mois d'octobre. Elle est suivie, comme vous le savez, d'un cocktail dans la nef des Bernardins. Le recteur, les équipes ici présentes et les artistes échangeront avec plaisir avec vous autour d'un verre. Alors restez bien présents jusqu'à 20h30 en suivant ensuite les indications de Sybille Bellamy-Brown, à qui je laisse la parole. Et sans plus attendre, donc je laisse la parole et la place à Sybille et aux artistes ici présents ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, on a la sensation, Sylvie, d'être là depuis ce matin et de partager ce soir avec vous, en tout cas, un temps qui est un temps sans doute plus calme et qui va nous intéresser, enfin qui va nous porter vers la création. Donc, je suis Sybille Bellamy-Brown, je suis responsable de la gestion des publics à Notre-Dame de Paris. Je souris parce que j'ouvre les portes et j'essaye d'organiser avec les équipes de la cathédrale la venue de 15 millions de visiteurs. Mais grâce à tous ces artistes, nous allons y arriver. Donc merci. Alors comment ça va se passer ? On a 1 heure pour échanger dans un premier temps avec les artistes. Et puis ce qui est essentiel, c'est que nous puissions dialoguer avec la salle. Donc on aura un temps d'échange à la fin. Et vous l'avez compris, il ne faudra pas être trop long parce qu'un cocktail nous attend pour continuer à discuter. Je me tourne vers Jean-Michel Legnaud, qui est président des Amis de Notre-Dame de Paris, et je lui laisse le soin d'introduire. Je serai une maîtresse de maison ce soir. Je lui laisse le soin d'introduire les Merci. Non, les artistes, merci. Merci beaucoup. On m'a demandé d'être très bref. Je le serai donc nécessairement, mais je ne peux pas m'empêcher de faire comme un prédécesseur et de vous dire bonsoir. J'avais imaginé vous parler un peu longuement, mais je ne le ferai pas.
de la procédure du concours et des cahiers des charges. Parce que c'est une question dans l'histoire de l'art. Comment recrute-t-on les artistes? Alors je vous rappellerai seulement que le pape Jules II, grand pape, a organisé un concours pour la construction de Saint-Pierre de Rome. Les concours étaient assez nombreux dans le domaine de l'architecture dans l'Italie de la Renaissance. Le recrutement des plasticiens se faisait plutôt nominativement sur la base de cahiers des charges, qui étaient très très stricts et qui faisaient l'objet de marchés passés devant les notaires. On les connaît assez bien. En France, ce type de procédure n'avait pas vraiment cours. Il me semble que le premier grand concours d'architecture religieuse, c'est celui qu'a organisé le cardinal Richard, enfin il n'était pas encore cardinal, Monseigneur Richard, pour le Sacré-Cœur de Montmartre, qui a fait l'objet d'un très très grand concours. Et puis, par la suite, au XXe siècle, c'est une très très belle architecture. Et au XXe siècle, les choses sont allées encore assez différemment, puisque l'on a vu arriver, surtout à partir des années 50, l'administration des Beaux-Arts, puis le ministère de la Culture, intervenir avec des catalogues d'artistes qui étaient déjà tout prêts. Alors, ceci dit, j'ai pensé qu'il n'était peut-être pas inutile de dire quelques mots sur les 3 plasticiens qui sont tous éminents et très connus, mais dont on ne connaît pas nécessairement l'essentiel de l'œuvre. Et je me suis proposé de vous en dire quelques mots. Je commencerai par Sylvain Dubuisson, parce qu'il fait partie de mon environnement quotidien. Passant tous mes samedis sur le marché de Chauvigny, je peux vous contempler. Je vous dirai 2 mots tout à l'heure. Enfin, contempler votre œuvre. Vous êtes évidemment issu d'une famille d'architectes que tout le monde connaît. En 1990, je m'en souviens très bien, j'étais au ministère de la Culture. Vous avez apporté le mobilier du ministre de la Culture. C'était un bureau, un fauteuil et un guéridon. Et la même année, vous avez reçu le Grand Prix de la création industrielle. C'est en 1993-1994 que vous avez conçu le fameux ascenseur oblique du donjon de Gouzon. En fait, l'ascenseur n'est pas oblique, c'est la tour, c'est le donjon qui est penché, et l'ascenseur qui est installé dans un cylindre de verre qui émerge un peu au-dessus des murailles, est entouré d'un escalier en colimaçon, ce qui permet de monter par ascenseur et de redescendre par l'escalier. C'est une œuvre absolument prodigieuse que les Poitevins, qui étaient peu ouverts à l'art contemporain jusqu'alors, ont découvert avec admiration, évidemment. Et puis, vous avez été en même temps lauréat d'un concours mobilier hospitalier qui avait eu aussi énormément de retentissement à l'époque. Et vous avez, en 1996, réalisé les tables de la bibliothèque de la faculté Jean Monnet, qui est maintenant Paris-Saclay. Et puis je citerai comme dernière œuvre, en 1998, le chai du château Saint-Selve avec Vincent Barré, sous la devise qui devrait être la nôtre, non nova sed nove, non pas des choses nouvelles, mais des choses renouvelées. Enfin, vous avez fait l'objet d'un livre écrit par Yvonne Brunamer aux éditions Norma. Je m'arrêterai là parce que je dois être très bref, mais votre œuvre est absolument considérable. Je passe maintenant à Patrick Rimou, qui, en 1995, avec Henri Alécan, avait conçu dans le quartier Montmartre un éclairage chemin de lumière. Pardon pour le lapsus, mais c'est l'émotion qui m'étreint, parce que tout de même, citer ici le Chevalier de la Barre, puisqu'il s'agit de l'escalier Chevalier de la Barre, c'est tout de même assez cocasse. Bon. C'était finalement votre première œuvre, Ensuite, vous avez réalisé une œuvre, à mon avis, très importante, parce qu'elle ouvre la voie à ce qui se passe à Notre-Dame. En 1998,
vous avez mis en lumière, non, c'est en 2013, vous avez mis en lumière la Grande Place de Bruxelles, qui avait été, en 1998, inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Donc on est en plein patrimoine monument, et c'est la proximité évidente entre les deux. En 2017, vous avez conçu, organisé une exposition de la galerie Minsky avec, sous l'empire de deux expressions extraordinaires, sculpteur de lumière et tailleur d'ombre. C'est merveilleux ces phrases, hein. En 2019, vous avez aussi organisé une nouvelle exposition, toujours à la galerie Minsky, intitulée cette fois Vers de lumière. En 2018, vous avez participé à la 14e édition du calendrier de l'Avent à Meymac. En 2023, vous avez rénové la tombe, ça c'est un autre aspect de votre œuvre, la tombe d'Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, en utilisant comme matériau de prédilection la pellicule de film. Donc là, on est tout à fait dans l'œuvre monumentalo-éphémère. Et la même année, vous avez éclairé le Parlement bruxellois. Vous avez réalisé de très nombreux autres travaux. Je citerai seulement, vous comprendrez pourquoi, ceux que vous avez effectués à l'abbaye Sainte-Scolastique à Dourgne. Pour ceux qui ne savent pas où Dourgne se trouve, c'est dans le Tarn. Et enfin, Guillaume Bardet, qui est rouennais au départ, et qui, après avoir tâté de l'architecture, entreprend de faire des études rue d'Ulm à l'ENSAD, et qui va couronner ce parcours par un séjour envié et enviable à la Villa Médicis parmi d'autres artistes. En 2005, vous avez été désigné comme directeur de projet à l'École normale supérieure de la création industrielle, le NSCI. Vous avez été membre du jury de Design Parade à la Villa Noailles et depuis 2007, vous êtes installé dans la Drôme, dans le sud de la Drôme, à Dieulefit. En 2011, vous avez imaginé un projet, Usage des jours. Vous avez décidé de dessiner un objet par jour pendant 1 an, ce qui vous a permis d'obtenir de la Fondation Bettencourt le prix de l'intelligence de la main. Et il en est sorti un livre de 456 pages, c'est beaucoup, publié en 2012 chez Bernard Chauveau, éditeur, rue d'Alexandrie. Bernard Chauveau, évidemment, pour ceux qui connaissent, ça fait tout de suite penser à quelque chose qui reviendra par la suite, c'est-à-dire à l'ordre des prêcheurs. La même maison d'édition, d'ailleurs, avait republié les gouaches découpées de la chapelle de Vence, deuxième intervention des prêcheurs. Et puis en 2013, vous êtes nommé enseignant à l'ENSAD. Vous vendez en 2014 chez Arcurial les pièces de l'usage des jours et vous travaillez en même temps pour Hermès. Et puis vous exposez à la Tourette, encore une fois, les prêcheurs sont là, vous exposez une représentation de la scène limitée aux objets. Une table, des tabourets et un lustre. Et ces objets sont présentés à Paris au moment même où la cathédrale brûle. Voilà une coïncidence quand même prodigieuse. Et puis c'est en 2023 que vous avez été lancé dans le concours parmi 70 artistes concurrents, il faut le rappeler, et concours qui a déterminé 5 finalistes dont vous avez été le vainqueur. Voilà quelques mots pour donner du concret sur l'ancienneté des œuvres que nous allons voir maintenant commentées par leurs auteurs. Alors je reprends un tout petit peu la parole.
Ce soir, il ne sera pas question de restauration, mais bien de création. Et donc, ma première question qui va permettre peut-être de commencer à discuter, c'est comment vient-on dans ce projet ? Alors, on le sait, ou par concours ou par demande de l'archevêque. Et donc, peut-être que je vais laisser dans un premier temps Guillaume répondre, parce que le 2019 est un bel écho. On sait à cette manière de venir à la cathédrale. Donc, pourquoi venir à la cathédrale et pourquoi répondre à ce concours ? Oui, alors, ça fonctionne. Oui. Créer, c'est désirer. Donc, il faut déjà désirer. Il faut avoir envie de faire les choses. Pour désirer, il faut se sentir légitime de faire les choses. Et donc, comment se sentir légitime de vouloir réaliser le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris ? C'est pas facile. Donc, il faut un peu je pense, de légèreté, finalement. Et laisser l'envie parler. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai exposé au couvent de la Tourette et j'ai eu une rencontre très belle avec les frères et j'ai passé 3 semaines avec eux pour le montage, le démontage de l'exposition. Et à la suite de ce moment fort, les frères m'ont commandé une croix pour la salle du chapitre. Et j'avais jamais fait de mobilier liturgique et je pense que je n'aurais jamais imaginé faire de mobilier liturgique. Et j'ai eu envie de faire cette croix parce que j'aimais ces gens et j'avais envie de laisser une trace. Et donc j'ai fait cette croix et j'ai fait aussi un calice pour eux. Et donc d'un seul coup j'ouvrais un champ de possibles que je n'avais pas imaginé. Quand j'ai exposé ensuite cette scène qui à l'époque était en cire, quand j'ai exposé à la Tourette, tout était en bronze dans la galerie avec laquelle je travaille, qui s'appelle la galerie Créo, qui est rue Dauphine. Je finissais l'installation, on était 2 jours avant l'ouverture de l'exposition quand Notre-Dame a brûlé. Et donc j'ai vu Notre-Dame brûler, et comme beaucoup de gens ici, j'imagine, on a tous été très touchés et émus par ce moment. Et 2 jours après, au moment de l'ouverture de l'exposition, quand les gens sont venus, il y avait cette grande table en bronze qui fait 4,75 m avec le lustre au-dessus. Les tabourets étaient sur les côtés. Plusieurs personnes m'ont dit « mais c'est le futur hôtel de Notre-Dame ». Et le soir, au repas, après le vernissage, j'ai raconté cette anecdote en disant « mais moi, j'ai envie. Si un jour, il y a une possibilité, moi, j'en ai le désir ». Et puis, on est en 2019, et puis la vie reprend, ma vie artistique reprend. Et moi, je vis donc dans ce village de Dieulefit, et je vis volontairement un peu éloigné de tout. Et donc, j'étais concentré à faire des nouvelles pièces. Et quand l'appel d'offres est sorti, plusieurs personnes qui étaient là ce soir-là, ce repas, me l'ont envoyé, parce qu'autrement, je ne l'aurais pas vu. Et me l'ont envoyé en disant « mais Guillaume, c'est pour toi ». Et moi, je l'ai lu, j'ai dit « bah oui, c'est pour moi, évidemment, j'ai envie de participer, c'est une super aventure ». Et donc, voilà, c'est la joie de faire les choses. Et donc, je me suis dit « bah j'y vais ». Et donc, au départ, quand on se lance dans un concours, d'abord, il y avait une première sélection. Donc, on se dit qu'il y a déjà peu de chances qu'on soit dans les 5. Donc, il y avait un texte à écrire. Donc, j'ai raconté cette histoire dans ce texte. Et puis, j'ai présenté mon travail. Et vous avez oublié qu'en fait, à la Villa Médicis, j'avais travaillé la pierre. Donc, moi, j'aime bien les matériaux un peu solides. J'avais fait déjà des grosses pièces comme ça, qui durent dans le temps. Puis après, il y avait eu ce travail fragile autour de la céramique, puis très solide à travers le bronze. Et voilà, et donc j'ai été dans les 5. Et donc, dans les 5, après, il y a eu ces 6 mois de concours qui ont été merveilleux, où il y a eu effectivement un cahier des charges. Et le cahier des charges était en même temps très structurant, mais en même temps, il fallait le transcender. Mais c'est pas mal, c'est en transcendant qu'on trouve aussi parfois des solutions. Mais ces 6 mois de concours étaient encore... il y avait quelque chose d'encore très léger. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cherché la légèreté. J'ai besoin de ça pour créer. Et où on pouvait encore se dire... on aurait dit qu'on ferait le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris, mais on était 5. Voilà, donc il y avait une chance sur 5. Et donc, j'ai pu garder une forme de candeur, et moi, ou de simplicité pour faire les choses. Et voilà. Et donc, j'ai été retenu. C'est une belle aventure. Sylvain, vous, votre aventure est totalement différente. Vous connaissez la cathédrale notamment par Jean-Marie Dutilleul aussi, par cette approche. Et donc, comment on en vient à créer un reliquaire ? Déjà, moi, je suis... la cathédrale Notre-Dame, c'est un bâtiment qui m'est très familier. C'est-à-dire que moi, je suis un garçon très inquiet. Et quand l'inquiétude est trop forte, je vais à Notre-Dame.
Voilà, donc je me mets devant la façade de Notre-Dame et c'est un endroit très paisible pour moi. Ensuite, le projet du reliquaire, je sais même pas, ça remonte à de très nombreuses années en réalité. Et j'ai fait beaucoup de projets très différents. Et le dernier, donc, c'est un grand rétable. Vous y arrivez? Voilà. Donc un grand rétable en cèdre, donc le même bois que la croix. La relique est présentée donc au centre d'une auréole qui est tapissée de cabochons en verre. Et il y a dans le grand rétable, ce grand rétable est ajouré avec un motif d'épines qui vient de plus en plus transparent au fur et à mesure où on s'élève et qui donne donc cette transparence sur les vitraux du chevet. Mais l'idée, c'est que chaque fidèle, chaque visiteur ait une expérience très particulière en déambulant, donc en marchant dans le déambulatoire et découvrant dans cette chapelle cette grande auréole de verre. Et donc, il est comme pris dans un phénomène d'immersion vis-à-vis de cet objet. Voilà. Et puis après, sinon, d'autres fidèles peuvent se tenir dans les stalles sur le côté, ils peuvent passer derrière et toucher légèrement la face arrière. Voilà. C'est combien d'exemples et de processus de création, combien de retables avez-vous pu réaliser? C'est-à-dire? Là, on est à l'aboutissement d'un projet, oui. Mais le processus a été long. Il y avait différents projets. Il y avait par exemple faire un projet de vitrine toute simple, voyez. Donc c'était un autre projet. Il y avait un autre projet, c'était un très grand pan de verre où les fidèles déambulaient le long d'un grand pan de verre avec la relique tout à fait au centre, un modèle beaucoup plus bas, beaucoup plus long. Voilà. Et celui-ci, c'est vraiment c'est chaque personne confrontée directement avec quelque chose qui le dépasse. Voilà. Et moi, j'ai une dernière question quand même avant de vous poser d'autres, de revenir. Comment on s'inscrit dans la chapelle axiale? Comment on fait pour créer, quand on a des éléments immuables, comme évidemment le tabernacle, comme l'autel de Viollet-le-Duc ou comme la Vierge Notre-Dame, mais comment on fait pour se réinscrire dans une cathédrale qu'on est en train de redécouvrir? Alors, on s'inscrit comme si on touchait à rien. Alors, en fait, évidemment, on est là. Et alors, vous savez que mon premier travail, c'était du mobilier dans la tour nord de Notre-Dame. Et j'ai réussi à faire ce projet parce que les architectes des monuments historiques sont très, très réticents à ce qu'on arrive chez eux. Et donc j'ai eu la sagesse, j'étais jeune, hein, j'ai eu la sagesse de me mettre au milieu sans rien toucher. Et finalement, et après j'ai raconté mon affaire et c'est passé très bien. Et au fond, c'est peut-être le fait d'avoir eu cette expérience. Là, je suis dans la chapelle d'Axe, c'est quand même un endroit, je ne suis plus dans la tour nord, je suis vraiment dans la chapelle d'Axe, au centre, voilà. Mais je ne touche à rien, je m'élève tout simplement sous les voûtes. Voilà. Et voilà, ça va se faire. Je vous le confirme. Il devrait arriver bientôt. Patrick, vous allez lier un peu tous ces projets de toute façon. J'ai un peu dévoilé, moi, mon PowerPoint parce que la conversation se fait un peu au fur et à mesure. Mais ce travail de la lumière, vous le connaissez extrêmement bien et vous l'avez étudié avant de rentrer et de plonger dans votre travail. On sent, et je vais repasser les diapositives, mais il y a d'abord une étude de tout cela. Oui, en fait, pour moi, on me demande souvent, mais quels sont tes grands maîtres, etc., dans la lumière et tout.
Et systématiquement, moi, j'étais excessivement impressionné par les cisterciens. Alors, parce que la position des abbayes, des églises et tout. Et j'ai la chance énorme de travailler sur 3 abbayes cisterciennes en ce moment, qui sont l'abbaye d'Orval, de Haute-Rive et de Sénanque. Et je me rappelle, enfant, etc., et j'étais excessivement impressionné par ces positionnements, en fait, la lumière solaire et la pierre. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir imaginer... alors d'une part, il y a une chose qui est très importante, mais que ce n'est pas mon maître d'ouvrage, mais je vais vous dire en secret, c'est que je suis totalement inconscient. Parce que quand on nous demande de faire la lumière pour Notre-Dame, voilà. Alors, donc là, on a étudié la lumière, la création, comment a été positionnée Notre-Dame au moment des solstices, parce que c'est une lumière divine qui rentre à l'intérieur du monument, qui a été conçue pour ça. Ce qui est important, c'est que c'est avant tout un lieu de vie. Et je pense, c'est ça qui va être très important à l'intérieur de la création lumière qu'on fait, que le diocèse fait. Nous, on s'inscrit, moi et mon équipe, comme des compagnons, hein, et on a étudié donc tout ce positionnement et comment travailler à l'intérieur de tous les espaces, parce que cette catastrophe a été pour nous quelque chose de plutôt très, très bien. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que comme tout était plombé, on a dû repenser la totalité de la lumière à l'intérieur de la cathédrale. Avant, il y avait eu des parties, simplement, qui avaient été faites. Et là, on a dû reconcevoir la totalité. Donc ça, c'était un élément très important. En plus, on a eu le travail qui a été fait de restauration, où maintenant, on va découvrir la pierre telle qu'elle était il y a 800 ans, sans toute la poussière. Donc ça a été un élément facile. Après, moi, je travaille, là, vous voyez des coupes sur des calques, en faisant des croquis, avec les lumières aussi. Comme on a des nouvelles technologies, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut miniaturiser les sources. Donc, parce que ce qui est important, c'est la lumière et pas tellement l'objet, hein, qui éclaire. Et puis, on peut maintenant, dans la cathédrale, on a 1400 projecteurs et ils sont tous adressables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fonction des différentes messes et de l'activité liturgique, mais aussi bien sûr pour l'architecture, hein, on va pouvoir faire varier l'intensité de la lumière sur ces projecteurs et on va pouvoir faire varier aussi la couleur de la lumière. C'est-à-dire, l'élément important, moi, ce que je me suis basé un petit peu, c'est sur la fête pascale. Et à partir du moment où on peut, on a les différents éléments où on va pouvoir faire partir d'une lumière, d'une bougie, quand on est dans le jeudi saint, etc., avec très chaude, chaleureuse, discrète, ne pas éclairer la voûte. Il y a une communauté qui est ensemble. Et donc ça, et là on est en 2200 Kelvin, quelque chose de très chaud, comme une bougie. Donc ça, on peut le faire. Et puis, avec les mêmes projecteurs, le lendemain, c'est la mort du Christ. On a une lumière blafarde bleue, hein, et qui est produite parce qu'on a des chips LED, c'est-à-dire des LED qui vont nous permettre de faire ces variations. Et puis, on va être au dimanche pascal, et là, c'est la fête, la joie à nouveau. Et donc, on va avoir une lumière chaude, chaleureuse, très forte. Et en fait, tous ces projecteurs ont ce système. Et c'est ça qui va nous permettre de continuer. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait beaucoup de palais, de choses, c'est que là, en fait, ce qui me semblait important, et je pense que ce qui sera nouveau,
c'est qu'on on va accentuer l'élément du lieu de vie. Alors bien entendu, on aura, quand il y aura les éléments liturgiques, hein, il y aura une prépondérance sur ça. On va diminuer les éléments architecturaux, et puis quand il n'y en aura pas, et donc comme ça, on va cadencer voilà, les éléments. Et comment on met en lumière le mobilier liturgique ou le Alors, reliquaire? Après, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Sylvain m'a demandé de mettre en lumière le reliquaire. Alors moi, j'étais aussi là un compagnon, c'est-à-dire c'est eux les créateurs. Hein. J'essaye d'accompagner et de comprendre toujours. Ça, c'est important parce que de leur volonté. Alors, bien entendu, pour le reliquaire, l'élément important, c'est bien sûr la couronne. Et moi, bien qu'étant inconscient, j'avais un peu peur parce que je ne voulais pas qu'on introduise de l'électricité proche de la couronne. On ne sait jamais, ça peut brûler. Donc, on est parti en fibre optique, hein, de façon à ce qu'il n'y en ait pas comme ça. Et donc, moi, j'ai suivi hein, les demandes de Sylvain, comme ça, qui dit comme ça. Moi, j'aime bien. Ah ben, tu pourrais un petit peu comme ça faire, comme ça. Et puis, bon, voilà. Et puis après, j'ai eu la chance de connaître Guillaume, que je ne connaissais pas, et puis qui m'a demandé de concevoir la lumière du tabernacle. Et on est en train de la finaliser. Voilà. Et voilà comment on va être aussi à la fois dans la lumière du tabernacle, dans le bol, il va y avoir la lumière qui va jaillir, mais il faut qu'on ne voit rien. Donc on a trouvé un système pour que sous le bronze, on voit quelque chose qui donne un élément de flamme, et en même temps, dans le socle, on a intégré une toute petite lumière qui va éclairer le tabernacle. Voilà, c'est la lumière, mais voilà, qui est là pour juste souligner des éléments essentiels. Alors là, on a trois personnes qui représentent l'atelier Notre-Dame, mais d'autres seraient évidemment à convier. Jean-Charles de Castelbajac ou encore Yona Vautrin. Est-ce que l'atelier Notre-Dame, comment on vit l'atelier Notre-Dame? Comment on s'inscrit dans un monument historique de cette manière-là? Et je mets quelques petites frictions, mais quels sont les rapports qu'on a? Quelles sont les contraintes qu'on peut avoir avec les autres corps de métier ou avec la restauration? Ouais, alors bon, les autres corps de métier, alors nous, on est très heureux. Enfin, l'ambiance est très bonne. Enfin, toutes les personnes sont tellement heureux de participer à ça, et il y a une très très bonne ambiance. Ça, c'est voilà tous les compagnons. Nous, on a un petit souci. Enfin, on arrive en dernier, donc on est un peu tendu parce que c'est un peu serré, mais c'est un vrai plaisir de travailler avec les compagnons et de travailler aussi avec moi je dirais, ma maîtrise d'ouvrage, Catherine et Laurent qui sont là, bien sûr Monseigneur et tout. Et ça c'est important. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que on fait partie de l'élément. Et Sylvain, que j'adore, et Guillaume, que je découvre, ont ça. C'est-à-dire, non, mais ils ont... ah ben, je te connais pas. Non, mais c'est l'esprit du compagnon, mais tu peux parler de mieux que ça que moi, avec les ateliers Saint-Jacques et tout. Et ça, c'est voilà, on est un groupe. Moi, en fait, ce qui m'amuse dans vos projets, c'est qu'on vous voit, vous, ce soir, mais on pourrait faire monter quantité de compagnons et d'artistes qui vous accompagnent dans les projets. On parle des ateliers Saint-Jacques, évidemment, mais c'est vraiment une communauté qu'on sent. Et dans la communauté, on sent l'Église aussi. Enfin, il y a vraiment cette manière de vivre un monument qu'on voit très largement dans vos créations. Moi, je dirais, mais je suis très bavard, hein, donc je vous laisse la parole. Et même non, mais même dans mon équipe, où il y a des personnes qui sont absolument pas croyantes, mais qui sont touchées au plus profond de travailler sur ce bâtiment. Bien sûr, il y a tout, mais ça unit, quoi. Et il y a un élément. Enfin, voilà. Mais Guillaume, je vais reprendre, parce qu'on a vu quelques photos
tes compagnons qui participent au projet, mais donc peut-être que tu peux en dire quelques mots. Ouais. Oui, alors, nous, on a travaillé loin de Notre-Dame, parce qu'on était dans la Drôme. J'ai travaillé essentiellement avec la fonderie Barthélemy qui est à Cray, donc à 30 km de Dieulefit, et le tailleur de pierre était aussi pas très loin. La fonderie, c'est une trentaine de personnes. Il a fallu... Donc, j'ai gagné en fin juin 2023. Et donc, on avait une grosse année pour réaliser ce mobilier. Donc, il m'a fallu d'abord sculpter les pièces, ce que vous voyez là, échelle 1 dans mon atelier. Donc, ça a été l'été 2023. Oui, c'est ça, l'été 2023, jusqu'en octobre, en gros, j'ai eu 3 mois pour tout sculpter. Vous êtes tous venus, Monseigneur est venu. J'avais 3 évêques dans mon atelier, j'étais très fier. Donc ils sont venus, c'était vachement important, c'était très important, parce qu'il y a eu cette rencontre avec les pièces échelle 1, avant qu'on envoie tout ça à la fonderie et que tout ça soit moulé. Et donc, on a eu des tests, on a pu tester les hauteurs. Et d'ailleurs, on a diminué la hauteur de l'autel. Et j'étais ravi parce que ça m'a redemandé une bonne semaine de sculpture en plus. Non, mais c'était important, c'était bien. Moi, je suis designer aussi. À la base, je suis designer, même si je fais aussi je suis sculpteur et designer. Mais donc, moi, quand il y a quelque chose de pragmatique, il n'y a aucun problème pour l'entendre. Et donc ensuite, les pièces sont parties à la fonderie. Et là, on rentre dans un cycle d'une grosse année de travail. Parce qu'il faut faire les moules. Donc, on va mouler mes pièces, puis ensuite faire les cires. Ensuite, les pièces vont sortir en plusieurs morceaux. Quand on parle de l'autel qui fait 2,45 m, 800 kg, il était en 5 morceaux. Et donc, il a fallu ressouder les pièces les unes aux autres. Le ciseleur doit retravailler ma texture, pour retravailler, pour qu'on ne voit pas son travail. Le bon travail d'un ciseleur, c'est quand on ne voit pas son travail. Et donc, sur l'autel, il y a à peu près 1000 heures de travail. Donc, c'est considérable. Et puis, il n'y avait pas que l'autel, parce qu'il y avait l'ambon, il y avait la catèdre, il y avait le baptistère. Le couvercle du baptistère que vous voyez là, je vous le montre, parce que là, on le voit là, il est donc en bronze polymiroir. Donc, le bronze polymiroir, c'est comme de l'or. Et donc, juste sur ce petit couvercle, ce niti que vous voyez là, il y a passé, je crois, 300 heures sur le couvercle. Mais c'est absolument magnifique. Donc, c'est 40 personnes, à la fonderie, toutes les nationalités, à peu près toutes les religions aussi. Tout le monde est hyper heureux de participer au projet. Richard, que vous voyez sur l'ambon, Richard, il a 58 ans. Il est arrivé à la fonderie il y a 2 ans. Il avait un travail sur le métal qu'il connaissait parfaitement, mais pas le travail, le bronze d'art. Alors, on avait déjà fait quelques pièces ensemble avant Notre-Dame. Et donc, on se connaît bien. Moi, je les connais bien. Ça fait 10 ans que je travaille à la fonderie. Et ça, c'est très important. Je ne serais jamais parti dans cette aventure sans la fonderie. On a une confiance totale les uns envers les autres, parce que c'était aussi un challenge de faire ça en 1 an. Nous, on s'engageait, et puis on savait qu'on ne pouvait pas se défiler. Donc, on se connaissait tous très bien. On savait qu'on allait vivre des moments un peu tendus, c'est normal, mais il n'y a jamais eu de clash entre nous. On trouvait les solutions, on savait comment avancer, et puis on avait mis en gros un calendrier qu'on a respecté. On n'a pas eu on est restés tous très calmes sur la fabrication. Et c'était voilà. Donc c'est une aventure évidemment humaine, mais il y a aussi la taille de la pierre. Il y a eu tous les corps de métier. Moi j'ai un sellier qui a travaillé. Et puis alors après il y a eu au mois de décembre. Donc en gros quand les pièces sont parties à la fonderie, et que moi je me suis dit que j'allais respirer un peu, on m'a proposé une deuxième commande assez merveilleuse qui était de créer tous les vases et objets liturgiques. Je fais hyper attention parce que j'ai tendance à dire vaisselle liturgique, mais pour moi c'est beau aussi la vaisselle, parce que calice est un verre. Et donc c'était une deuxième aventure énorme, parce qu'il fallait se remettre dans la création, dessiner, penser. Parce que tout ce qu'on voit là, c'est finalement le design, c'est de la pensée en forme.
Et donc, heureusement, finalement, j'étais chauffé à blanc par l'année précédente à dessiner mobilier. Et donc là, j'ai en 2 mois et demi, dessiné et présenté des modèles en cire avant qu'on parte sur un autre corps de métier que je ne connaissais pas et qui est l'orfèvrerie. Et donc là, on a travaillé essentiellement avec Nicolas Marisquel et ça a été une rencontre magnifique. Et là aussi, dans le plaisir de travailler ensemble. Et alors, lui, il a travaillé pendant les Jeux Olympiques, il est resté enfermé dans son atelier, fermé au public, et il a travaillé tout l'été, parce que lui a commencé à bosser au mois de mai, même fin mai. Donc ça a été très court pour que tout soit prêt, et tout est prêt. Voilà. Et vous nous permettez, en plus, Guillaume, tu nous permets de voir quelques photos qui sortent. Ouais. Des ateliers. Ouais, alors là, c'était vraiment au début. On était en train, c'est le début de la fabrication, mais je pense que tu as pris aussi des photos vraiment que je t'ai envoyées il y a 2 jours. Voilà, donc il y a 2 jours, on a pu enfin avoir les pièces finales. Et ce week-end, ils m'ont même envoyé. Moi, j'étais parti revoir ma Normandie natale, et donc j'étais à Honfleur, dans la magnifique église d'Honfleur, et ils m'ont envoyé des vidéos de tests d'encensoir. Donc j'étais ravi, et donc l'encensoir fume bien. Ce qui nous rassure tous. Bah oui. Sylvain, les cabochons de verre, parce que c'est quand même une aventure fabuleuse, ainsi que les épines de bronze. Est-ce que vous voulez pas nous en parler un peu plus ? Alors, d'abord, je dis juste un mot parce qu'il y a Tiffaine, ma collaboratrice, qui est là, qui est une personne très importante. Voilà, parce que c'est une grande aventure que j'ai faite avec elle. Comment vous expliquer ? Moi, je ne sais pas travailler avec les machines. Et elle, c'est une excellente... donc, qui représente merveilleusement tout. Voilà. Et en plus, c'est comme une conscience pour moi. Voilà. Donc, je voulais la remercier. Après, dans le reliquaire, il y a le travail du bois, le travail du métal, le travail de la pierre qui sont faits par les compagnons du devoir, les ateliers Saint-Jacques. Et puis, toute l'auréole est tapissée de cabochons en verre qui sont fabriqués par un verrier qui s'appelle Olivier Juteau, voilà, qu'on voit là sur la photo. Qui a pressé, donc je sais pas, plusieurs centaines de cabochons et qu'il a doré lui-même. Voilà. Et c'est ça qui donne tout le chatoiement et de la lumière avec le fond, le rayonnement, voilà. On vous les présente de plus près et je voulais aussi vous montrer ces épines, parce que dans le sens du rayonnement du reliquaire, il y a aussi ce jeu d'épines. Donc je vous laisse dire quelques mots. Bon, vous savez tous que la couronne d'épines n'a pas d'épines. Donc c'est ça qui est le plus... pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire. C'est-à-dire d'avoir ces joncs tressés, c'est-à-dire l'objet le plus humble qui puisse exister. Bon, et moi, c'est vrai que j'ai surenchéri. C'est-à-dire qu'il y a comme une façon d'être très narratif dans ce projet. Et donc, le rétable, le grand reliquaire, là, il est ajouré avec des logements qui sont de plus en plus importants et qui en sert un motif d'épines gémilées, de mi-dorado. Voilà. Et tout ça se donne un jeu de lumière assez étonnant. Moi, j'ai quelques dernières questions, mais qui vont s'adresser... Enfin, une dernière question, et puis ensuite, je pense que la salle voudra échanger. Vous aurez peut-être des questions également. Je le vois, moi, je suis arrivée il y a 1 an à la cathédrale. Je vois comment la cathédrale me change, comment l'église, enfin, la manière dont je pense le monument et l'église me change. Qu'en est-il de vous, en fait ? Alors, ça devient plus personnel, donc vous avez le droit de ne pas... voilà, vous n'irez sans doute pas très loin, mais est-ce que, Sylvain, vous êtes rassuré quand même, ou toujours aussi inquiet ? Et comment fait-on alors dans ces cas-là, en préparant le 8 décembre et en préparant l'ouverture ? Non, mais
moi, j'ai pratiquement pas de mots, quoi. C'est-à-dire, je sais même pas comment je suis là. Je suis presque comme un extraterrestre. Vous voyez, je sais pas. C'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je suis investi, mais je suis absent en même temps. Je sais pas comment vous dire. Je sais pas. Alors, heureusement, Guillaume, vous êtes présent. Tu es présent. Donc, c'est 2 ans. Hein, c'est 2 ans d'aventure. J'étais dans une forme de sidération quand j'ai appris que c'était moi qui allais devoir porter ce sac à dos. Et donc, je pense que je suis resté dans cette forme de sidération, et c'est très bien. Je pense que je resterai dans cette sidération jusqu'après l'ouverture. J'attends évidemment le moment très fort de la consécration de l'hôtel, où je me dis que ça sera le moment où je vais m'autoriser à vivre pleinement ces émotions. Pour l'instant, j'ai le sentiment d'être en mission et de devoir finir tout bien. D'être un marin qui finit un Vendée Globe et qui voit le port pas très loin, qui se dit on y est presque. Je suis très fatigué, mais je suis en même temps très heureux parce qu'en même temps tout va bien. Ouais, pour l'instant, c'est à peu près ce que je peux dire. Alors nous, on est encore en plein dans le feu. J'ai mes équipes qui sont... on y est tous les soirs. Hein, et on a énormément de projecteurs à régler parce qu'on essaye de ciseler la lumière à la fois sur les objets d'art qui sont là et qui sont assez essentiels, et puis aussi de ciseler la lumière pour les croyants qui seront là, puisque on a porté une tension particulière justement pour ce que je dis. Pour moi, c'est un lieu de vie. Et on a 270 projecteurs à découpe à régler. C'est assez compliqué. Enfin, on a 1400 projecteurs. On a à régler, hein, mais bon, la plupart est 2300 points d'éclairage puisqu'il y a toutes les bougies des lustres. Et voilà, on est un peu tendu parce qu'on espère qu'on va arriver à tout faire. Mais voilà. Mais je deviens serein parce que je vois qu'on avance. Il y aura peut-être des petites choses, mais parce qu'on a l'habitude, mon équipe et moi, on aime quand c'est le détail parfait, quoi. C'est vraiment quelque chose. J'ai la chance d'avoir des collaborateurs avec qui je travaille depuis très longtemps et on tend tous vers la même chose. Et en même temps, cet esprit de compagnonnage est très important. Et moi, je rajouterais juste peut-être une dernière question. Comment on peut être inspiré désormais, enfin je m'adresse à Patrick parce que je voudrais montrer aussi d'autres éléments. Notre-Dame est inspirant et donc ça permet aussi de continuer à créer. Oui, en fait, moi j'ai la chance d'avoir énormément de projets et les projets amènent d'autres projets. Et j'ai aussi comme médium la pellicule cinéma depuis 40 ans. Hein. Vous aviez parlé d'Henri Alcan. Et en fait, mon médium, et en fait, grâce à la cathédrale, en fait, ce qu'il y a de fabuleux, c'est que la cathédrale est un personnage. Et on le voit bien dans le roman de Victor Hugo, c'est un vrai personnage. Et j'ai travaillé sur 11 films dont le thème est la cathédrale Notre-Dame. Et ça commence à partir de 1911. J'ai pas pu avoir le film d'Alice Guy de 1905 puisqu'il est perdu. Et on a les films de 1923, etc. Et donc c'est un palimpseste en fait. Derrière, il y a la pellicule de cinéma. Et dessus, je repeins et je regrave sur la pellicule. Et je suis parti sur les rosaces, puisque j'ai beaucoup travaillé sur la rosace sud. Et j'ai fait un ensemble. Et là, en ce moment, je prépare 2 expositions. Une qui sera avec ces éléments alors, sur l'intérieur de l'architecture. Et après, c'est des détails. C'est-à-dire que il y en a une qui sera pour Art Sorbonne Galerie le 3 décembre. Et puis une autre dans ma galerie à Paris, rue Vanneau, le 23 janvier jusqu'en mars.
Et puis après ma galerie américaine qui sera à Los Angeles d'avril à juin. Et puis après, qui sera aussi à Bombay, dans ma galerie, à Carpracar, enfin dans les galeristes. Et donc ce sont des éléments d'architecture. Et je réinvente des éléments avec la flèche, je recompose des éléments. Mais ça, c'est un élément... voilà, je rebondis sur un travail qui me permet de refaire d'autres éléments. Oui, j'aurais une question, si vous permettez, pour les trois. Quand on regarde la création, quand on contemple la création du XXe siècle et même du début du XXIe siècle, on se rend compte que pour beaucoup d'artistes encore, le comble de l'originalité, c'est de se situer en rupture. Et on considère que la rupture, c'est dans le fond la meilleure manifestation de la nouveauté. Or, quand on crée à l'Église, il me semble que c'est très différent. D'une part parce qu'on s'inscrit dans une action liturgique et d'autre part parce qu'on est en présence d'un public qui est là et dont le projet est de vivre en communion, donc d'être en consensus. Alors, quand il n'y a pas consensus, on a tous en tête le Christ de Germaine Richier, que l'on a mis pendant une dizaine d'années au placard avant de le ressortir et pour cette fois être hissé à la dimension du vrai chef-d'œuvre. Comment avez-vous, quand vous avez travaillé à votre propre travail, comment avez-vous pensé la réception de votre œuvre ? Alors, pour moi, il y avait deux questions. La question de la rupture et la question de la réception, je ne me la suis pas posée et je ne me la poserai pas. Par contre, la question de la rupture, je me suis mis en rupture avec cette question-là dès le départ, qui ne m'intéressait pas et qui, j'avais le sentiment, était... Moi, je sors des Arts Déco en 2000 et j'avais le sentiment qu'on était déjà, on avait dépassé ce moment-là. Et donc, moi, je suis fils d'historien. J'ai grandi... voilà, donc je ne suis pas dans la rupture. Je suis dans une forme de continuité, et déjà une continuité avec moi-même. J'ai un chemin de création que je suis. Voilà, donc ma réponse. À toi, Sylvain. Ça fonctionne ? Ah oui. Moi, je suis un grand classique, donc... voilà, je suis un grand classique. En même temps, je crois que quelqu'un a dit que j'étais une grande lignée d'architectes. Et au fond, quand on a un recul sur ma lignée d'architectes, même mon père était un grand moderne, il était catalogué comme un grand moderne, mais pour moi, c'est un architecte qui avait le... Il détesterait que je dise ça, mais je le dis parce qu'il n'est plus là. Et il avait le sens de la décoration, il avait le sens du motif, il avait le sens de... Voilà. Et pour aller plus loin, je dirais c'était un musicien. Voilà. Donc le motif, c'est la musique. Voilà. Et c'est là où je me situe un peu. Moi, c'est un peu, je dirais la même chose. J'ai pas de rupture. J'ai quelque chose qui est important pour moi, c'est que quand on voit une lumière ou une de mes toiles ou un élément, c'est qu'il y ait une impression. Et je vais dire un gros mot parce que souvent c'est une impression de beau, de plénitude, de bonheur. Voilà. Et moi, je continue mon petit chemin comme ça et ça va plutôt bien. Et je me pose pas à me dire bon bah voilà, est-ce que ça va plaire à machin, est-ce que je serai dans Artpress ou pas, c'est pas un problème. Voilà, on se fait, je crois que tous on est porté par les éléments de création qui nous, enfin ça nous transporte. Enfin je sais pas, quand on est là, c'est un bonheur. Et on se pose pas de s'inscrire. Enfin moi je me pose pas non plus de m'inscrire dans quelque chose. Je vais répondre aussi. En fait, moi, j'ai l'impression d'avoir fait mon boulot le plus sincèrement possible, d'avoir été au bout,
que tout le monde a fait le mieux possible. Et donc maintenant, la manière dont c'est reçu, c'est plus moi en fait. Moi, je peux plus rien faire là-dessus. Et en tout cas, heureusement pour l'instant, c'est pas une source d'inquiétude. Voilà. Je ne serai plus là en janvier. Si vous, je vais partir. Voilà, je vais partir faire du bateau pendant 3 semaines et ça sera très bien. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions, peut-être? Oui. Je m'interroge sur le reliquaire, qui est magnifique. Vous l'avez développé, vous l'avez montré, etc. Mais est-ce qu'on va voir la croix? Pas la croix, la couronne. La couronne. Est-ce que la couronne va paraître... Alors, je répète pour que tout le monde entende. La question porte sur le reliquaire. Est-ce que ce reliquaire qui est magnifique, je reprends les mots, verrons-nous la couronne? La couronne, elle est au centre de la vitrine, très proche du verre. Donc, elle est très, très, très visible. Après, je ne connais pas exactement le rituel de dévotion parce que je pense qu'elle n'est pas tout le temps montrée. Donc, le volet peut être ouvert ou fermé. Et ça, cette question du rituel de dévotion n'est pas encore tout à fait fixée, mais s'il est ouvert, en tous les cas, la couronne sera très, très, très visible. Oui. Ce que j'ai voulu dire, c'est que oui. va paraître modeste par rapport à la beauté et au côté grandiose de l'œuvre elle-même. Et moi, je dirais, elle va être magnifiée. Vous voyez. Donc, mais vous le sentirez comme ça, vous verrez. Alors, on a un micro qui va circuler. Oui. Un seul suffira. Vous avez, monsieur, à ma droite, vous êtes le seul à avoir dit le mot flèche. En dehors de cela, personne n'a parlé de la flèche. Moi, ça me préoccupe beaucoup, la flèche. Je fais partie des donateurs qui ont donné à la cathédrale en spécifiant bien, s'il vous plaît, à l'identique. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la flèche et est-ce que vous pouvez nous rassurer ? Alors, la flèche, elle va être à l'identique, mais en fait, c'était pas notre propos. Nous, on est intervenu à l'intérieur. Oui, on est intervenu à l'intérieur de la cathédrale, mais oui, elle va être refaite à l'identique. Hein. Ça, c'est pas... On va introduire une nouvelle personne dans la soirée, c'est le recteur. Je pense que Monseigneur Ribado-Dumas va nous répondre. Voilà, je pense que vous êtes tous passés devant Notre-Dame, vous avez vu sa silhouette et vous avez vu que la flèche était exactement à l'identique de ce qu'elle était. Les statues dont on a parlé reviendront en 2025 à sa base, une fois que la couverture aura été terminée. Autre question ? Merci. La statue de la Vierge qui a été épargnée par l'incendie doit revenir à Notre-Dame. Est-ce que vous avez prévu des éclairages spécifiques pour elle ? Ah non, on a oublié. Mince. Oui, bien entendu. Bien entendu, elle est un peu au centre des choses. Oui. Et c'est même la seule sculpture où on s'est permis d'avoir un éclairage au sol. C'est-à-dire parce que c'est la seule qu'il y a pour pouvoir éclairer parfaitement le visage, parce que autrement, la plupart des projecteurs sont en tribune. De façon à... Et donc, à ce moment-là, on aura une contre-plongée, on ne pourrait pas avoir le visage. Donc, oui, on y a pensé. Et moi, je tiens même à rajouter qu'on m'a commandé un vase à mettre au pied de la statue. Vous voyez, donc la statue est bien présente. Le vase, c'est pour les fleurs ou pour les pièces ? Alors, pour les deux. Non, c'est pour les fleurs, Oui, j'ai une question pour vous, Monsieur Bardet. Justement, dans votre intervention, vous avez parlé de pierre, et j'ai peut-être mal suivi ou j'ai peut-être mal compris. J'ai vu que c'était plutôt du métal que de la pierre, et je voulais, voilà, peut-être quelque chose que je n'ai pas entendu. Alors, en fait,
toutes les pièces ont des socles en pierre, mais les premiers projets que j'ai faits, quand je suis à la Villa Médicis, j'ai travaillé la pierre. Puis ensuite, j'ai fait des grosses pièces en bronze. Et donc, moi, je n'étais pas fermé, ni sur la pierre, ni sur le bronze. Tout était possible. Et je n'avais pas la réponse. J'avais les deux pour réaliser les pièces que je voulais. Voilà, c'était possible. C'est vraiment la première visite dans Notre-Dame, le 12 janvier 2023. Notre-Dame est encore une cathédrale d'échafaudage, mais il y a quelques murs qui ont été nettoyés. Et quand je vois la beauté de ces murs, je me dis que si je fais une réponse en pierre, la pierre, le mobilier va être absorbé par l'architecture. Et donc simplement en décalant le propos et en utilisant le bronze, ensuite on règle le volume avec la patine, immédiatement la famille d'objets est immédiatement repérable et elle existe. Voilà, et sa présence est là. Mais chaque pièce, puisque ces pièces ont une existence pendant la liturgie et hors de la liturgie, elles ont une vraie dimension sculpturale. Et donc, comme des sculptures, elles ont des socles en pierre qui les mettent en exergue et qui les mettent en valeur. L'ambon, l'autel, le baptistère et même la cathèdre. Voilà. Je profite de cette question pour en poser une corollaire. Ouais. Qu'est-ce que vous avez apporté au fondeur ? En quelle matière c'était l'objet que vous avez apporté un objet qui a ensuite fait l'objet d'un contre-moulage ? Alors moi, je bidouille mes pièces. J'aime bien le côté bidouillage, le côté bricolage, parce que c'est ça. Et pour sculpter, j'ai une base, comme une ossature qui peut être en bois, en n'importe quoi, moi, en polystyrène. Et puis ensuite, j'ai des bains-maries avec de la cire qui est comme de la pâte à modeler, finalement comme de la terre. Et je viens sculpter par-dessus et faire cette peau. Cette peau, parfois, fait 1 cm, parfois 4-5, qui me permet d'affiner ma forme et d'aller au plus près. Et donc, j'amène cette pièce qui est échelle 1, qui a la peau de ma cire, rappelle déjà la peau du bronze, donc on peut déjà se projeter, mais c'est extrêmement fragile. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut avancer. Mais je tiens à dire aussi qu'avec les fondeurs, on avait déjà travaillé les maquettes donc, au printemps 2023. Et donc, on avait déjà pu voir toutes les difficultés potentielles à la réalisation si jamais on gagnait. Et donc, on a gagné beaucoup de temps. Ce qui fait que dès qu'au fin juin, j'ai gagné, on a très vite pu se mettre en marche et savoir combien de temps tout ça allait prendre. En ce qui concerne l'éclairage, vous avez utilisé les nouvelles technologies qui vous permettent de faire varier et l'intensité et la couleur. Est-ce que pour le spectateur, pour le visiteur, le fait que vous utilisiez ces jeux de couleurs, est-ce que ça va modifier ce dont on avait l'habitude ? Oui, forcément, hein, on va complètement modifier. Moi, ce que dans la présentation, mon agence s'appelle Sculpteur Lumière, mais on est vraiment tailleur d'ombre. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est l'ombre, les pénombres, les profondeurs. Et la cathédrale est merveilleuse pour ça. C'est-à-dire qu'elle a des perspectives, elle a un axe majeur maintenant qui va être souligné notamment par tout le travail de Guillaume et de Sylvain, hein, qui sont fabuleux. Et nous, on va venir révéler ces éléments importants. Et puis, et je vous dis en même temps des jours et même des saisons, c'est-à-dire qu'on va avoir des programmes et on pourra avoir en hiver quelque chose qui sera plus lumineux si on a besoin. On va avoir maintenant, malheureusement, je dirais, j'aimerais bien être avec Guillaume sur la voile parce que j'en fais aussi, mais moi le travail ne sera pas terminé. Je vais devoir travailler avec des personnes qui sont au premier, au deuxième rang là, c'est-à-dire sur tous les programmes, c'est-à-dire sur les éléments de la liturgie, des adorations, etc. Et c'est en fonction de ces éléments-là qu'on va faire varier les lumières. C'est pour ça que je dirais, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on m'avait déjà proposé
alors c'est un travail différent. Sur les abbayes, c'est fabuleux parce que c'est les éléments monastiques, et là on est vraiment très très enfin il y a une réflexion, une intelligence de la lumière, etc. avec les personnes, ici aussi. Hein. Mais là, il n'y avait pas dans les cathédrales, etc., dans les églises, souvent, c'est comme disait Sylvain, il y a une réticence du ministère public pour nous donner un peu la main. Là, on a la main, et j'espère que ça sera à la hauteur du travail qu'on a mis pour justement avoir cette variation. C'est-à-dire ça, je pense que c'est l'élément qui est important à l'intérieur de ça. Oui, toujours à l'homme des lumières et de l'ombre. Au-delà de du travail créatif et artistique, qui était l'élément premier de votre cursus en quelque sorte, j'imagine qu'il convient d'avoir des ingénieurs auprès de vous, des techniciens de haut vol. Vous allez avoir une console de commande pour ces différentes 1400, là, il y a 1400 boutons prévus sur une table. Oui, ce que je vous disais, c'est que je suis pas tout seul. Hein. Moi, j'ai une double formation. J'ai fait l'école normale supérieure en technologie, en nouvelles technologies, donc je suis à la fois... une bonne base avant la création artistique. Alors. Et c'est ça, en fait, j'ai fait plaisir aux parents, ils étaient contents. Et après, j'ai dit, ouais, c'est bon, maintenant je peux faire les beaux-arts. Et ils ont dit, bon, bah ok, vas-y, fais ce truc. Et voilà. Non, mais je plaisante parce que ma mère était aussi peintre. Et en fait, c'est la double... C'est les deux éléments. Ça fait qu'en fait... Par exemple, on a gagné le combat mené de haute lutte par Catherine et Laurent de créer la bougie dans les lustres. Alors l'objet de la bougie dans les lustres, bon, c'est une bougie, hein. Mais par contre, c'est la lumière qu'elle produit. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si c'est la lumière qui est issue, les objets, c'est ce que je vous disais, n'ont pas tellement d'importance à l'intérieur de la cathédrale. Et c'est pour ça, même après, dans l'élément de création, vous voyez, j'extrapole dans mes pièces, dans d'autres choses. Mais le sujet n'était pas là. Le sujet était la cathédrale. On s'inscrit dans quelque chose. Et là, bien sûr, moi, il y a Adrien qui a fait Supélec, j'ai Chantidas qui est mon bras droit, qui est architecte, et aussi, voilà, j'ai tout un ensemble de personnes avec qui on travaille depuis très longtemps. Et en fait, la mécanique est rodée, et c'est pour ça je pense, on va y arriver dans des temps très, très, très court. Non, mais pour revenir au fond de ma question, ce tableau de commande qui aura lieu d'être utilisé le moment venu par Monseigneur ou ses acolytes, selon la nature de la messe, oui. Il va bien falloir une mise en oui, bouche. Oui, d'ailleurs, j'ai des cours du soir avec Monseigneur. Et à partir de janvier, il sait que tous les mardis soirs, il a cours et ça ne va pas rigoler. Alors, non, bien entendu, on va et on le fait, on le fait dans beaucoup d'endroits. Par exemple, pour l'abbaye de Dourgne, etc., on a des personnes que vous affectez, qui sont déléguées. Non, mais non, pas du tout. Elles ont elles-mêmes, alors elles n'ont pas forcément une tablette, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont pouvoir commander avec une tablette, hein. Il faut les programmes qu'on a fait, et puis il y aura des éléments avec aussi des boutons pour le faire. Mais tout ça, on va faire les programmes pour que ça soit facile, pour pas qu'il y ait une complexité de travail, et on va stocker ces éléments-là. Alors après, ça n'empêche qu'il y aura sans doute aussi d'autres éléments, et notamment il y a aussi un élément auquel on a pensé, qui est dans le lieu de vie, qui est la maîtrise, qui est avec tous les concerts, etc. C'est absolument fabuleux. Alors là, il y aura des adaptations. On a mis des projecteurs, mais après, il y aura aussi à la console pour des moments particuliers. Mais pour des éléments qui se répètent,
eh bien là, on va avoir les scénarios qui seront enregistrés. D'accord. Donc, je vous propose de continuer autour d'un verre, parce que je pense que la console va être détaillée, évidemment. Mais on va prendre une dernière question. Toujours sur la lumière. Pour moi, la lumière dans une cathédrale, c'était les vitraux, et on n'en a pas du tout parlé. Comment on conjugue les projecteurs avec la lumière des vitraux? Alors nous, moi, ce que je disais, on s'inscrit, et c'est toute l'étude qu'on a fait avant, en complémentarité. On va pas lutter contre la lumière et la construction elle-même. Hein. Les vitraux sont là, et nous, on est en complément, je dirais. C'est-à-dire que on pourra très bien augmenter à des moments où il y a moins de lumière ou pas la lumière à l'intérieur de la cathédrale. Mais voilà, au niveau solaire, je peux pas faire grand-chose, et c'est à l'extérieur. Nous, on est resté humblement à l'intérieur, mais c'est déjà un travail assez important. Mais les vitraux, on envoyait d'ailleurs, on a eu la chance d'avoir une bonne commission de sécurité là, donc il y avait un rayon de soleil, on a vu les vitraux, mais voilà, c'est. Je vais donner le micro au recteur pour conclure la soirée. Voilà, je voudrais remercier très profondément la Fondation Notre-Dame, la Fondation des Bernardins et Connaissance des Arts qui nous ont permis d'avoir cette soirée. Remercier Sybille qui, avec tout le travail qu'elle a pour l'accueil des publics, a accepté d'animer cette soirée, et aussi profondément le professeur Legnaud, qui nous fait la joie d'être le fil conducteur de toutes ces conférences. Mais permettez-moi d'adresser un remerciement tout particulier à Guillaume, à Sylvain, à Patrick, représentants de l'atelier Notre-Dame, qui pour nous est important, ce que vous avez dit de cette famille, de ceux qui œuvrent pour la réouverture de la cathédrale et sa restauration. Vous n'avez pas parlé d'une chose, je me permets de le dire, qui pour moi, je pense pour le Père Normand, comme pour Catherine Gatineau, qui est coordinatrice du projet de réaménagement intérieur, et pour Laurent Prade, le régisseur général de la cathédrale, ça a été tout ce moment d'accompagnement de votre travail. Dans un moment qui est un moment, pour ne rien vous cacher, où parfois les tensions sont lourdes, où les moments sont difficiles, de pouvoir vous accompagner, d'être témoin de votre évolution, de pouvoir vous dire, et je pense à Guillaume, à des séances qu'on a eues avec toi tout au long de ta création, qu'on a avec Sylvain, mais qui les contacts réguliers avec Patrick aussi, tout ce moment qui permettent d'élaborer quelque chose ensemble, ça a été des moments merveilleux pour nous. Il y a dans un chantier très complexe, comme une poésie qui naît de ce que vous faites. Et j'ai eu la chance encore ces derniers jours, le 11 novembre, de passer un long moment dans la cathédrale, de découvrir l'éclairage, de découvrir le mobilier, d'imaginer le reliquaire dans la chapelle axiale. Et je peux vous dire que c'est non seulement beau, mais c'est profondément émouvant. Et cette émotion, je pense que tous nous la ressentirons quand la cathédrale rouvrira. C'est l'émotion qui vient du beau et l'émotion qui vient de ce que peut-être nous soulignons les uns et les autres. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas pour autre chose que pour quelque chose qui a une dimension sacrée. Je suis témoin auprès de vous, mais auprès de tous les compagnons, auprès de tous ceux qui travaillent à la cathédrale, de ce qu'ils ont conscience qu'ils travaillent sur un édifice qui les dépasse. Nous sommes dans un projet qui nous dépasse. Et c'est ça sans doute qui nous fait avancer. Alors merci non pas simplement de nous faire rêver, mais de nous donner un peu de temps en temps l'esprit léger. Parce que la beauté nous donne une légèreté de l'esprit. Et c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, me permet chaque jour et chaque matin de me dire je vais, pardonnez-moi cette triviale expression, affronter les merdes de la journée en découvrant la beauté de ce qui se vit à l'intérieur de la cathédrale. Merci de nous permettre de vivre cela et de nous permettre à tous de le découvrir dès le 7 décembre.